Bonjour, je vais commencer par parler de moi. J'avais 14 ans lorsque j'ai découvert, tout à fait par hasard, la langue internationale espéranto que j'ai apprise et que j'ai trouvée absolument géniale. L'espéranto a été créé en 1887 en Pologne par le docteur Zamenhof. Actuellement, l'espéranto est parlé par une dizaine de millions de personnes dans le monde, selon une estimation faite par l'UNESCO en 1985. Et l'espéranto est la langue de loin la plus facile de toutes celles qui sont parlées sur Terre. Pourquoi? On croit généralement que parler une langue, c'est une question de connaissance. En réalité, pas du tout. Parler une langue est une question de réflexe. Mais suivant qu'il s'agit de notre langue maternelle ou d'une langue acquise plus tard, les deux mécanismes sont fort différents. L'acquisition des réflexes de la langue maternelle se fait très bien et elle est extrêmement solide car ces réflexes s'installent dans un système nerveux qui est encore vierge. C'est pourquoi tout être humain parle sa langue maternelle de façon tout à fait courante. Par contre, l'acquisition d'une langue étrangère nécessite également la mise en place de réflexes, mais cette acquisition est beaucoup plus difficile que dans la langue maternelle, car ces nouveaux réflexes doivent s'installer dans un système nerveux qui est, d'une part, déjà occupé par les réflexes de la langue maternelle, donc beaucoup moins libre, et d'autre part, dans un système nerveux qui est plus âgé, donc beaucoup moins souple. Et tant que ces nouveaux réflexes ne sont pas mis en place de façon extrêmement solide, on est obligé à chaque instant de parcourir sa mémoire à la recherche du mot juste ou de la forme grammaticale correcte, et la langue, on ne la parle pas couramment. Comment naissent ces réflexes? Chez l'enfant qui découvre sa langue, il existe une tendance naturelle extrêmement puissante à repérer tout signe linguistique et le généraliser à l'ensemble de la langue. C'est ce que le psychologue Jean Piaget a nommé assimilation généralisatrice. On assimile quelque chose et on le généralise à toute la langue. Un exemple. Un enfant repère la différence qui existe entre veut et veut pas. Autrement dit, il comprend que pas sert à exprimer une négation. À partir de là, il généralise et il dit mange pas, veut pas, dors pas, viens pas. Dans nos langues européennes, il est assez rare qu'un signe linguistique soit généralisable à la totalité de la langue. Un exemple, pour former le comparatif de supériorité, on emploie le mot plus. On dit plus grand, plus petit, plus cher, etc. Un jeune enfant repère ce mot, il l'assimile, il le généralise à toute la langue. Il dit par exemple qu'un gâteau, c'est plus bon que du pain. À ce moment-là, ses parents interviennent et lui disent « Mais voyons, on ne dit pas plus bon, on dit meilleur ». Ou parfois, l'enfant se rend compte de lui-même, le résultat est le même. Il y a donc deux sortes de réflexes, les réflexes primaires et les réflexes secondaires. Dans le cas présent, le réflexe primaire a été l'utilisation du mot « plus » pour former le comparatif « plus bon ». Mais le réflexe secondaire, ça a été de remplacer cette forme plus bon par la forme meilleur. Le réflexe secondaire a donc pour seule fonction d'inhiber, c'est-à-dire d'empêcher le réflexe primaire de fonctionner. Le réflexe secondaire, c'est un peu comme un sens interdit avec déviation vers une autre route. Et cela complique énormément l'acquisition d'une langue. Ce système, réflexe primaire, réflexe secondaire, on le trouve appliqué dans la totalité du langage humain et dans toutes les langues. Par exemple, il a été remarqué que tous les enfants commencent par dire « vous faisiez »,« vous disiez » au lieu de « vous dites ». C'est parce qu'ils ont repéré la correspondance. Par exemple, « nous buvons »,« vous buvez ». Ils passent de « on » à « et ». Alors après « nous disons », ils disent « vous disiez »,« vous faisiez ». C'est là que le réflexe secondaire doit agir et remplacer les formes erronées par les formes correctes. Vous faites, vous dites. De même, il a été remarqué qu'un jeune enfant anglais, pour exprimer la notion de pied au pluriel, dit très souvent foot et non pas la forme correcte fit. Parce qu'il a assimilé que pour mettre un mot au pluriel, on lui ajoute à la fin le son S. Donc, le même mécanisme existe dans toutes les langues. Et toutes ces erreurs
sont dues au fait que le réflexe primaire qui s'est mis en place au début de la vie est extrêmement fort, alors que le réflexe secondaire, qui contrarie le réflexe primaire, est souvent un peu plus faible. Le mécanisme qui est à la base du fonctionnement d'une langue construite comme l'espéranto est extrêmement simple et absolument naturel. Remarquez bien que j'ai dit langue construite et non langue artificielle. Dire que l'espéranto est artificiel est absolument dénué de sens. Il n'est pas plus artificiel que ne le sont l'hébreu moderne, le swahili ou l'indonésien. Ce mécanisme tient tout simplement au fait qu'en espéranto, on applique à 100% la tendance de l'être humain à l'assimilation généralisatrice. Ce qui revient à dire qu'il n'y a jamais de réflexe secondaire à installer dans le système nerveux pour inhiber les réflexes primaires. Par exemple, en espéranto, il n'y a qu'une seule façon de mettre un nom au pluriel. Il n'y a qu'une seule façon de mettre un verbe au passé ou au futur. Par exemple, une maison, ça se dit domo. Des maisons, c'est domoi. Un enfant, c'est infano. Des enfants, infanoi. Un jardin, giardeno. Des jardins, giardenoi. Et tous les noms en espéranto forment leur pluriel absolument de la même façon. Et il en est de même pour tous les aspects de la langue. Il y a une parenté très nette entre lune et lunaire, entre année et annuel, entre armes et désarmement. Mais un étranger qui apprend le français, s'il sait dire lune, année, arme, ne sait pas pour autant dire lunaire, annuel et désarmement. Tous ces mots sont à apprendre comme des mots indépendants. Dans les langues européennes, on ne passe jamais automatiquement d'un de ces mots à l'autre. La dérivation est totalement anarchique. En espéranto, le système de dérivation est simple et surtout il est constant. Si l'on sait dire lune, obligatoirement on sait dire lunaire. Lune se dit luno. Pourquoi un O à la fin? Parce qu'en espéranto, la présence d'un O à la fin d'un mot le désigne immédiatement comme un nom, un substantif. Et un A le désigne comme un adjectif. À partir de luno, lune, on a luna, lunaire. Un espérantiste débutant qui a appris que le soleil se dit suno, automatiquement il sait dire solaire. De suno, il passe à suna. Le ciel se dit cielo. Donc céleste se dit ciela. Une année se dit yaro. Donc annuel se dit yara. Ajoutons que la présence d'un i à la fin d'un mot en fait un verbe. Donc à partir de commenzo, le commencement, on a automatiquement commenci, commencer, commença, initial, commencer, initialement, puisque la présence d'un « et » à la fin d'un mot en fait un adverbe. Dans les langues européennes, il arrive très souvent qu'il n'y ait aucune ressemblance entre deux mots qui sont pourtant voisins par le sens. Par exemple, il n'y a aucune ressemblance entre chat et félin, qui signifie pourtant, qui se rapporte au chat. Aucune ressemblance entre ville et urbain, ni entre mouton et ovin. Pour avoir un adjectif qui signifie relatif au chat, ou à la ville, ou au mouton, il faut aller chercher le mot latin. Felis, urbs, ovis, et c'est le mot latin qui donne l'adjectif français. On peut citer des quantités d'exemples pour désigner quelqu'un qui s'occupe d'un jardin. En français, on dit un jardinier. C'est à partir du mot jardin qu'on la forme. Mais là aussi, il règne l'anarchie la plus totale. Un enfant qui a entendu le mot jardinier comprend cette terminaison « yé ». Surtout s'il a entendu également serrurier, par exemple, ou poissonnier. Mais il va généraliser cette terminaison et il va dire qu'on achète des fleurs chez le fleurier. On achète des chaussures chez le chaussurier. À la place des boueurs, il dit ordurier. Mais l'espéranto, lui, respecte totalement la tendance naturelle de l'être humain à généraliser tout signe linguistique. Pour désigner quelqu'un qui soigne les dents, en espéranto dento, on dit dentisto, en français dentiste. Eh bien, ce suffixe isto est généralisé à tous les noms de profession. Donc, un jardinier en espéranto, giardeno, on en fait jardenisto. Pour dire un historien, de historio, on passe à historiisto. Un laboureur, à partir de plugi, labourer. Un laboureur, c'est plugisto.
À partir de flegi, soigner, un infirmier, c'est flegisto. Il faut insister sur le fait que le système de base de l'espéranto, qui consiste à généraliser tout élément porteur de sens, est infiniment plus naturel que l'anarchie qui règne dans les langues européennes. Et la preuve, c'est qu'en dehors de l'Europe, une quantité de langues fonctionne d'une façon presque aussi rationnelle que l'espéranto. En chinois, par exemple, il n'y a absolument qu'une façon de former un adjectif à partir d'un nom. En turc, il n'y a qu'une façon de former un nom de profession à partir de l'objet correspondant. En espéranto, savoir conjuguer un verbe, c'est savoir conjuguer tous les verbes. Et cette conjugaison ne nécessite que très peu de formes différentes. Par exemple, l'infinitif est caractérisé par la terminaison i. Exemple, boire, trinki. Présent, terminaison as. Exemple, labori, travailler. Mi laboras, je travaille. Au passé, terminaison is. Exemple, dormi, dormir. Vi dormis, vous avez dormi ou vous dormiez, c'est ce qui revient au même. Futur, terminaison os. Veni, venir. Ili venos, ils viendront. Au conditionnel, terminaison us. Voli, vouloir. Semi volus, si je voulais. Inversement, en français, si vous savez conjuguer le verbe voir, vous ne savez pas conjuguer le verbe avoir, ni le verbe savoir. En anglais, c'est la même chose. Si on sait conjuguer to buy, acheter, on ne sait pas pour autant conjuguer to sell, vendre. En allemand, si on sait conjuguer geben, donner, on ne sait pas conjuguer gehen, aller. Ajoutons qu'une langue internationale comme l'espéranto n'a nul besoin de la notion de genre grammatical qui ne désigne pas le sexe, les noms masculins et les noms féminins. Cette complication ne répond à aucune nécessité. Un docteur, une victime, un professeur, une fripouille peuvent être aussi bien des hommes que des femmes. En conclusion, on peut dire que la langue espéranto est entièrement composée de blocs totalement invariables qui s'assemblent comme les pièces d'un Lego. C'est la raison bien banale qui fait qu'au bout de 6 mois d'études de l'espéranto, on a atteint un niveau qui est à peu près le même qu'au bout de 6 ans de l'étude d'une autre langue. En résumé, si on se sent vraiment à l'aise en espéranto, c'est parce que tout élément en espéranto est généralisable à l'infini. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission dans laquelle je compte détailler quelques aspects particuliers de la langue espéranto. Ĝis revido!